Elle a d'abord été une figure incontournable de la génération climat avant de devenir députée écologiste d'un territoire rural dans la Drôme. Pour elle, l'écologie ne doit pas parler qu'aux bobos des villes, elle doit aussi convaincre la France des campagnes. Bonjour Marie Pochon. Bonjour. Alors il n'y a pas que l'engagement politique pour changer la vie des gens. Vous, au début, vous avez choisi une autre voie. On va voir cela en images. C'était en 2018. Bonsoir. On a beaucoup réfléchi ces derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. Car pour l'instant, nos présidents, ils parlent beaucoup. Mais ils ne font pas grand-chose et nous, depuis toutes ces années, on leur met pas assez la pression. Nous aussi, on peut gagner et forcer l'État français à réduire ses émissions drastiquement. Alors, on ne vous voit pas, Marie Pochon, dans cette vidéo, mais vous en êtes en grande partie à l'initiative. Vous étiez derrière l'affaire du siècle, derrière notre affaire à tous. Dans cette vidéo, on vient de voir donc McFly et Carlito, Juliette Binoche, Elie Semoun et Marion Cotillard. Il y avait plein d'autres vedettes mobilisées. L'idée, c'était de poursuivre l'État en justice pour inaction climatique. Tout à fait, pour carence fautive en matière climatique, c'est-à-dire que l'État avait pris des engagements, que ce soit internationaux ou en matière de protection des droits humains, et finalement ne mettait pas tout en œuvre pour tenir ces engagements. Et donc, il était dans une situation d'illégalité au regard de ses propres obligations, et donc nous l'attaquions en justice devant le tribunal administratif. On ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec d'autres associations, et puis on l'a fait surtout avec plus de 2 millions de Français. C'est à ce jour la plus grande pétition de notre histoire. Alors, je ne sais pas si la pétition contre la loi du plomb l'a peut-être dépassée, mais c'était une aventure qui était très collective et qui était immense pour moi, une militante effectivement climat, écologiste. À ce moment-là, on se trouvait, on avait le sentiment d'avoir du pouvoir sur les choses. J'ai trouvé ça formidable. Vous dites ça parce que ça a pris du temps, 4 ans, mais vous avez obtenu la condamnation de l'État pour inaction climatique. À l'époque, ça a soulevé beaucoup d'espoir, mais pour quel résultat, rétrospectivement, quel résultat ça a produit, concret ? C'est compliqué de revenir sur ces images parce qu'à ce moment-là, c'était une bouffée d'espoir. Puis par ailleurs, l'affaire du siècle, ça prenait place aussi dans des immenses mobilisations de la jeunesse à travers le monde. On avait des marches climat qui s'organisaient partout en France avec des centaines de milliers de personnes. Il y avait quelque chose qui était en train de se passer à ce moment-là, d'une prise de conscience collective. Là, on voit mais concrètement, les résultats, parce que vous êtes tourné ensuite vers les tribunaux à nouveau pour que l'État paye une astreinte financière pour sa condamnation, mais vous n'avez jamais obtenu gain de cause finalement. On a demandé des astreintes qui sont symboliques. On n'a pas demandé des milliards et les milliards d'euros qui seraient nécessaires aujourd'hui pour conduire les efforts d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Moi, ce que je constate, c'est une sorte de backlash en matière écologique, que ce soit en France du fait des gouvernements successifs, mais également un peu partout dans le monde. On le voit avec Trump au pouvoir aux États-Unis. Pour autant, ce genre de décision du tribunal permet aussi de construire des jurisprudences, permet de construire des protections collectives pour les Françaises et les Français et pour les habitants du monde entier au travers du droit. Et je crois que la question du droit environnemental et du droit qui protège non seulement l'environnement, mais en fait notre santé, notre avenir à toutes et tous, je crois que c'est un combat qui est absolument essentiel et je crois que ça fait beaucoup de sens avec ma position actuelle et mon mandat actuel ici à l'Assemblée. Alors avant de battre le pavé pour le climat à Paris, dans ces grandes marches pour le climat. Vous avez vécu dans un petit village de la Drôme. Votre père en est encore le maire aujourd'hui et votre mère y est aujourd'hui vigneronne bio. Là, on voit votre papa avec l'écharpe tricolore. Vous êtes un peu la synthèse de vos deux parents, finalement. Vous avez pris l'engagement politique du côté de votre père et la sensibilité écolo du côté de votre mère ? Je crois que c'est l'engagement pour l'intérêt général, l'engagement pour le collectif. Je crois que mon père a toujours porté ça. Il était également chef d'établissement dans l'éducation nationale. Et donc, il y avait quelque chose... Oula. Ça, c'est vous, ado, dans ce village. Oui, à Chavannes, où j'ai grandi. Effectivement, il portait en tout cas cette notion d'engagement pour l'intérêt général. Et ça fait plusieurs mandats, effectivement, qu'il est maire, mais tout comme mes grands-pères avant lui. Et ma maman m'a beaucoup aussi appris d'une
d'une grande résilience de sa part en tant qu'agricultrice. C'est pas facile dans ce milieu-là. Et puis, elle nous a élevés avec 4 enfants. Et oui, je leur dois beaucoup en termes d'attachement à la fois à notre territoire, à la Drôme, aux enjeux agricoles. Je suis très engagée sur ces questions-là, mais également à l'engagement pour le bien commun. Et le fait d'avoir grandi dans un village, justement, en pleine campagne, comme ça, dans la Drôme, est-ce que ça a été structurant pour vous, d'un point de vue personnel, peut-être d'un point de vue politique aussi, dans la conception de l'écologie que vous portez aujourd'hui? Alors, forcément, c'est structurant. Que de grandir dans un petit village, de ne pas grandir dans les mêmes milieux que beaucoup de mes collègues que j'ai rencontrés ici. Moi, je suis une des seules de mon village à avoir même passé le bac ou à avoir continué des études supérieures. Et puis, forcément, ça structure aussi une manière de penser l'écologie politique. Moi, je suis écologiste, qui prennent en compte, qui considèrent la vie et les aspirations, les préoccupations des gens qui n'habitent pas les cœurs de ville et les centres urbains. On va voir 2 photos de 2 personnalités qui incarnent 2 formes d'écologie un peu différentes, justement. Et de qui vous vous sentez la plus proche entre José Bové et Sandrine Rousseau? C'est souvent des questions qu'on me pose, en vérité. Mais parce que les gens ont envie de trouver les différences entre nous, de dire que la famille écologiste est très éparpillée, etc. Et vous portez quand même... Oui, allez-y. Je crois qu'au contraire, en vrai, on a tellement en commun. On est une famille politique qui est très... alors, pas homogène, on a une biodiversité comme beaucoup de partis politiques, mais je crois qu'on a une vision du monde qui est très structurée. On a une histoire qui est tellement ancrée sur les territoires. Pour le coup, les combats de José Bové sont bien évidemment connus, mais en fait, l'écologie politique est née d'une histoire de lutte contre des projets qui étaient imposés verticalement, qui étaient destructeurs du climat et destructeurs pour les environnements des personnes qui étaient concernées un petit peu partout dans le pays. Et ça fait partie de notre histoire commune. Alors bien évidemment qu'il y a des manières de porter le combat écologiste qui sont un peu différentes quand on est élu dans le 13e arrondissement de Paris ou dans ce qu'on appelle la province. Pour autant, je crois qu'on poursuit un but qui est similaire. Mais vous évoquiez votre conception de l'écologie, une écologie des campagnes, un peu réconciliée en tout cas la France des campagnes avec l'écologie. Quand vous avez Sandrine Rousseau qui explique qu'elle en a, je cite, rien à battre de la rentabilité des agriculteurs, est-ce qu'elle ne vous tire pas un peu une balle dans le dos d'une certaine façon? Moi, je suis forcément en désaccord avec... je suis fille d'agricultrice et je suis forcément en désaccord avec une phrase comme celle-ci. Pour autant, je crois que la force d'un mouvement écologiste, c'est qu'on puisse incarner de multiples manières la bataille. Il n'y a pas de fracture. Cette fracture, elle est dessinée par des opposants politiques. Et je pense qu'il ne faut pas donner des bâtons pour se faire battre. Donc ça ne correspond pas à une réalité sur le terrain. On ne vous reproche pas la politique portée par votre parti? Oui, pendant très longtemps, les grandes figures de l'écologie politique, c'était Sandrine Rousseau, c'était Yannick Jadot, c'était Julien Bayou. C'était des personnalités qui étaient globalement vues comme parisiennes et qui peuvent du coup porter des discours qui sont vus comme donneuses de leçons. Et je crois qu'il faut partir d'en bas, d'où qu'on soit. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de partir des revendications des Dromoises et des Dromois pour les porter à l'Assemblée nationale. Par exemple, je crois que c'est mon travail. Une de vos revendications, enfin une de vos propositions, c'est que l'État finance le permis de conduire des jeunes qui vivent à la campagne. C'est vrai qu'on n'attend pas ça d'une députée écolo. Ça ne fait pas très écolo sur le papier, mais c'est ça aussi, l'écologie qui répond aux besoins des gens qui ne vivent pas dans les villes? Je pense que dans ma famille politique, en tout cas, il y a parfois eu une tendance à être plus environnementaliste que de penser à la question sociale. Donc effectivement, moi j'essaie de trouver des solutions pour qu'à la campagne, on puisse également avoir le droit de se déplacer, pouvoir se rendre chez le médecin, pouvoir se rendre, pouvoir avoir un nouvel emploi par exemple, ou voir des amis. Oui. Je crois que c'est une nécessité impérieuse et pour cela, il faut se replacer à la place effectivement des gens qui n'ont pas forcément autant d'options qu'à Paris, Lyon ou Marseille. J'aimerais qu'on revienne sur la question de la rentabilité des agriculteurs, parce qu'elle a été au cœur d'une loi que vous avez portée à l'Assemblée, une loi en 2024 qui visait à imposer des prix planchers pour permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu décent. Elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée. Elle s'est un peu perdue dans les méandres du Sénat. Est-ce que ce n'est pas un peu frustrant, une fois de plus, que ce qui est vécu comme une grande victoire un jour se révèle peut-être finalement une défaite, un peu comme ce dont on parlait au début de l'émission?
Alors, elle ne s'est pas déjà perdue dans les méandres du Sénat. Il y a une volonté du gouvernement de ne pas avancer sur ces sujets-là, de la juste rémunération des agriculteurs. Hein. C'est quand même la première des revendications qui a été portée lors des mobilisations agricoles. C'était le plus grand depuis 30 ans. Moi, je n'avais jamais vu ça. Et en fait, tout ça a été relégué au calendrier grec, tout comme la révision des Galim, dont on attend encore des nouvelles. Et pendant ce temps-là, il passe la loi du plomb. Et là, par contre, il y a urgence. Pour autant, moi, je ne vis pas ça comme une défaite. Je crois que... À l'époque, lorsqu'on fait adopter cette proposition de loi contre l'avis du gouvernement, avec l'absence totale des députés, les Républicains et l'abstention du Rassemblement national, je crois que l'on montre un début de considération au monde agricole et une vraie considération au monde agricole. Cette bataille-là, on la continue. Moi, je siège au sein de l'Observatoire des prix de formation et des prix et des marges. C'est un travail de longue haleine. Moi, j'espère que cette année, nous pourrons avancer sur Egalim 4, que nous pourrons avancer sur la fixation de prix qui soient rémunérateurs pour nos agriculteurs, dont tout le monde se dit être très fier, mais derrière n'est pas forcément là en hémicycle pour les défendre. On va passer à notre quiz à présent, on arrive au terme de l'émission. On va parler de votre terre d'élection, la 3e circonscription de la Drôme. Alors c'est une circonscription très étendue, 230 communes, j'ai vu, c'est énorme. 240 240 même. Alors, donc je crois que vous la surnommez la Pampa, cette commune. Il s'agit donc de vérifier si vous connaissez bien votre Pampa à vous, si vous êtes capable de localiser les communes de votre Pampa. Alors vous voyez, il y a 4 points sur cette carte. Vous allez devoir localiser les 4 communes que je vais vous donner. On commence avec Rochefourchat. Vous avez le choix entre les numéros 1 à 4. Où est-ce que vous nous la placez ? C'est difficile parce que c'est une toute petite commune, Rochefourchat, vous la connaissez, avec 3 habitants. Exactement, c'est pour ça que je l'ai choisie. Et j'hésite. La 1 ? La 1, c'est noté, on va vérifier. Et non, c'était la 3. Non. Mais par contre, vous la connaissez bien, cette commune, parce qu'elle a effectivement 3 habitants. Et je l'ai choisie parce que pendant des années, elle n'avait qu'une habitante. Tout à fait. Josette. Et c'était le plus petit village de France. Tout à fait. Allez, on va à la suivante. J'ai choisi la Bâtie-des-Fonds. Bon, la Bâtie-des-Fonds, c'est la 1. On va vérifier. Bravo. Et vous savez pourquoi je l'ai choisie ? Parce qu'il n'y a que 2 habitants. Et voilà. Dans votre commune, vous avez eu les 2 plus petits villages de France pendant des années, en fait. Alors, je ne sais pas si ça dit quoi de votre territoire ? Qu'est-ce que ça dit de mon territoire ? Ça dit qu'on est un territoire de petits villages qui, effectivement, ont du mal à fusionner et qui ont chacun une identité qui est propre. Et je crois qu'il y a un attachement à l'échelon village. Allez, le 3e village, Saint-Julien-en-Vercors. Le 4. Bien joué. On va vérifier quand même, hein, mais bon. Saint-Julien-en-Vercors. Et donc, il reste Ferrassières, forcément le 2. Là, j'ai choisi ces 2 villages pour illustrer un peu l'étendue de votre circonscription. J'ai mesuré, ça fait 3h15 de route, 239 km pour rallier ces 2 communes qui font partie de votre même territoire. Comment vous faites en tant que député pour aller sur le terrain et pour voir un peu tout le monde ? Je passe beaucoup de temps en voiture. Moi, c'est ma seule activité d'être députée et ça me prend bien plus qu'un temps plein. C'est un engagement politique qui me prend un peu toute ma vie, mais c'est Je disais qu'il vous arrive de passer une nuit à l'hôtel sur votre circonscription. Tout à fait. Je pense que parce que vous ne pouvez pas rentrer chez vous le soir tellement il y a de route. Ou je dors chez des militants ou des élus locaux. Ça m'arrive régulièrement. J'essaye d'être au maximum sur le terrain pour effectivement que chaque Drômois et chaque Drômoise puisse rencontrer sa députée et lui faire part de ses préoccupations. Merci beaucoup, Marie Pochon, d'être venue dans La Politique et moi. Merci.